Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Tout d'abord, pour commencer, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2025. J'enregistre cet épisode encore en décembre 2024, mais vous ne l'écouterez qu'après les fêtes. J'espère que cette fin d'année vous a apporté tout ce que vous souhaitiez et que c'est sereinement et heureux que vous passerez le cap de la nouvelle année. Cet épisode sera un peu mon bilan de l'année 2024 et si vous avez vu ma publication sur Instagram, vous en avez déjà eu un petit aperçu. Mais pour en savoir plus, suivez-moi. Installez-vous dans un fauteuil confortable, une boisson chaude à la main et laissez-vous entraîner par ma voix. Bon, ok, elle est un peu bancale, je m'en excuse par avance, mais depuis 3 semaines que je traîne ma toux, mes cordes vocales en ont pris un coup. Espérons que cela ne gâchera en rien votre écoute. Passons donc maintenant à la chronique de lecture. Alors, on va commencer par le bilan du mois de décembre de mon challenge du livre mystère 2024. Ce mois de décembre n'a pas été simple pour moi. Entre la grippe, qui m'a clouée pendant plus de 2 semaines, une voix enrouée qui ne revient pas tout à fait, et un événement familial dramatique, j'avoue que ces péripéties n'ont pas facilité mes lectures du mois. Aucune histoire n'a été un coup de cœur, et il y a même eu un abandon. Le premier est le seul de l'année. Je vous rassure tout de suite, mes lectures étaient bonnes. Enfin, sauf l'abandon, bien sûr. Et j'ai passé de bons moments avec ces romans, mais rien qui m'a permis d'oublier la réalité suffisamment. Mais bref, passons donc à mes 5 livres lus sur le mois de décembre. Le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, qui est un roman fantasy young adulte qui se déroule à Hyperborée, dont les personnages principaux sont Arca et Lastyanax. J'espère que je prononce bien, je suis désolée sinon. En résumé, à 19 ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle, un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Alors, pour mon avis, j'ai trouvé La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix absolument captivant. L'histoire est si bien rythmée qu'il n'y a pas une seule minute d'ennui. Arca, l'héroïne, traverse de nombreuses épreuves et même si certaines situations semblent désespérées, un souffle de vent vient toujours redresser la barre. On s'attache à elle et on la suit avec une grande attention, découvrant peu à peu son passé complexe et les raisons qui l'ont menée à Hyperborée. Parallèlement, on a l'intrigue de Lastyanax qui est tout aussi fascinante. Récemment diplômé, il se retrouve confronté à la mort tragique de son mentor et se voit propulsé à sa place en tant que ministre. Cela soulève des questions intrigantes. Est-ce une promotion méritée ? Est-il manipulé par des forces plus puissantes ? Ce dilemme ajoute une profondeur à l'histoire, rendant le récit encore plus palpitant. L'univers dans lequel évoluent les personnages est riche, bien construit, peuplé de figures variées qui contribuent à ce véritable nid de vipères. Chaque personnage a son rôle à jouer et leurs interactions rendent l'intrigue encore plus complexe et captivante. En somme, ce roman est une véritable invitation à l'aventure et à la réflexion, et je ne peux que vous le recommander. Le deuxième livre que j'ai presque lu, Le meurtre de Harriet Monckton de Elizabeth Haynes, qui est un policier historique qui se déroule à Bromley, en Angleterre. Les personnages principaux sont Frances Williams, Révérend Verroll, Tommy Churcher notamment, entre autres. En résumé, le 7 novembre 1843, Harriet Monckton, 23 ans, est retrouvée empoisonnée dans les latrines de la chapelle calviniste de Bromley, au sud de Londres. Et l'on découvre qu'elle était enceinte d'environ 6 mois. Son amie institutrice, son amoureux éperdu, son ancien amant, le pasteur, tous sont suspects. Chacun aurait pu vouloir sa mort. En s'appuyant sur les rapports du coroner et les dépositions réelles des témoins, Elizabeth Haynes, l'autrice, construit un roman choral haletant, histoire de manipulation, de violence et de lâcheté. Cette histoire raconte l'asphyxie d'une jeune femme
une société hypocrite et dévorante. 150 ans après, voici une conclusion brillante à cette enquête jamais résolue et une belle leçon de suspense. Alors, ça c'est le résumé. C'est pas le mien. C'est ce qui est marqué sur la 4e de couverture. Alors, je reconnais le travail de l'autrice, mais je vais pas vous dire grand-chose de ce livre. Parce que malheureusement, c'est le seul et unique livre de l'année 2024 que j'ai abandonné. C'est un livre que je n'ai pas du tout réussi à lire jusqu'au bout. J'ai tenu, je sais vraiment pas comment, sur les 300 premières pages, mais à chaque fois qu'il fallait que j'y retourne, ça me déprimait. Et forcément, j'y allais à reculons. Jusqu'au jour où j'ai craqué et que j'ai pris la décision de l'abandonner. Et c'est rude, vraiment. Je n'aime pas abandonner des romans. C'est le seul de l'année. Mais ce qui rend la chose un peu plus délicate, et dommage, c'est que ce livre fait partie de ma cube. Ma cube de l'année. Je crois que c'était celui du mois de novembre. Et malheureusement, le libraire n'a pas du tout choisi un roman qui m'a plu. Alors après, quand on lit le résumé, oui, effectivement, on peut, en fonction des critères que j'avais rentrés dans mon formulaire, on peut effectivement comprendre pourquoi ce livre a été choisi. Mais moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai vraiment eu du mal à lire ces 300 premières pages jusqu'au moment où je me suis dit non, stop, c'est fini, j'en veux plus. Donc voilà, ça veut pas dire que ce livre vous plaira pas, parce que le travail de l'autrice de reconstitution est quand même sacrément impressionnant, parce qu'en se basant sur ce qu'elle avait comme document, elle a inventé toute une histoire derrière pour essayer de démêler ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi cette jeune femme a été assassinée et par qui. Malheureusement, voilà. Si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner votre propre avis, pour savoir où est-ce que j'ai raté le coche, ou pas. Voilà. Mais bon, voilà. Passons maintenant à mon 3e livre, Le Chant des voiles de Tiefs. C'est un roman d'aventure qui se situe sur le navire de Landover dans les mers des Caraïbes. Les personnages principaux sont Lucas, Axel Blackwood, Nathalie Jenkins, entre autres. En résumé, l'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de Landover l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître-coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement que sur Landover, rien n'est ce qu'il paraît être. Alors, mon avis. C'est avec une grande impatience que je me suis enfin plongée dans Le Chant des voiles de Tiefs et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Bien que le début prenne le temps de s'installer, ce qui m'a laissé dans l'incertitude quant à la direction de l'histoire, j'ai finalement passé un moment de lecture hyper sympa. Nous suivons Lucas, une jeune femme de 18 ans, dans un monde où les femmes sont privées des carrières qu'elles désirent. Grâce à un décret récent, elle a enfin l'opportunité de réaliser son rêve de naviguer et d'apprendre le métier de marin aux côtés des militaires de son royaume. C'est fascinant de la voir grandir et évoluer, luttant pour atteindre ses objectifs face à des marins superstitieux qui croient qu'une femme n'a pas sa place sur un navire. Puis nous découvrons également Axel, le maître-coq du navire sur lequel Lucas embarque. Bien qu'il ne soit pas tendre avec elle et qu'il ne lui facilite pas toujours la vie à bord, une amitié tumultueuse se développe entre eux. Leur relation évolue avec une intensité captivante et nous les suivons avec attention dans la découverte de leurs sentiments. Cependant, au fil des pages, le voyage de Lucas se révèle bien différent de ce qu'elle avait imaginé et c'est précisément
ce qui confère tout son charme à cette histoire. J'adore ces romans d'aventure qui mettent en scène des équipages de marins partant à la découverte de nouveaux mondes ou de trésors cachés. Si vous partagez cette passion, je ne peux que vous recommander de plonger dans ce roman riche en rêves à réaliser et en rebondissements qui rendent la vie encore plus palpitante à nos personnages. Le 4e livre de ce mois de décembre est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. C'est une romantaisie qui se déroule à Maridrina et Itikana et les personnages principaux sont Lara et Aren. En résumé, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins Eksang. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple ? Alors ce livre, c'est comme celui de Tiffs, je l'attendais depuis longtemps, car tous les retours que j'ai vus ou entendus étaient plutôt positifs. Cependant, comme je découvre la romantaisie, je ne suis pas une experte sur la question. On va parler uniquement de mon ressenti par rapport à cette histoire et ses personnages. Si on met de côté la partie un peu trop romance pour moi, les personnages ont su trouver une place dans ma lecture. Chacun d'entre eux, Aren et Lara, sont très bien construits et suffisamment complexes pour rendre son intrigue et surtout leur intrigue et leur évolution très intéressantes. Mais j'ai de loin préféré la fin au reste du livre. Alors peut-être que c'est encore un effet tome 1 et que le tome 2 sera passionnant. De toute façon, je pense lire la suite car j'aimerais vraiment voir comment cette histoire va évoluer. Et je verrai bien à ce moment-là si l'engouement qu'ont ressenti les autres me touchera de la même manière. Je vous dirai la suite lors d'un prochain épisode, si jamais je lis ce livre cette année. Je crois qu'il s'appelle La Reine Traîtresse. Donc, on verra bien. Mais c'était une bonne lecture. Maintenant, le côté romance, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais bon. Le 5e livre en cours, sur ce mois de décembre, c'est le tome 1 de la série Le Cycle des Secrets, Les Marches des Géants, de Manon Fargeton. C'est un roman de fantasy qui se déroule à Altheia. Les personnages principaux sont Equinox et Laura, et tant d'autres. En résumé, dans la cité d'Altheia, en conflit avec l'empire voisin, Laura appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles entre trahison et complot meurtrier. Mais dans l'ombre, un autre danger menace Altheia. Les magiciens se mènent une lutte sans merci. Equinox, la plus ambitieuse de tous, a reçu ses redoutables dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. Un soir, Equinox entre en contact avec Laura. Elle a un secret à lui révéler. Alors, pour mon avis, question timing d'enregistrement en cette fin de mois de décembre, je n'ai pas encore fini ce roman. Mais il ne me reste plus que 122 pages, donc autant dire que d'ici le 31 décembre, nous sommes le 29 décembre à l'heure où j'enregistre cet épisode, je l'aurai largement terminé. Alors pour l'instant, qu'en dire ? C'est une histoire intéressante, foisonnante de personnages. Merci à la liste des personnages à la fin du livre pour m'aider à me repérer et à n'oublier personne. Histoire qui se déroule dans un monde bien construit et très riche en informations à retenir. On y voit le point de vue de plusieurs personnages qui chacun apporte sa brique à l'intrigue. Chacun d'eux nous permet de comprendre les enjeux de cet univers et ce qui motive chacun d'entre eux à avancer dans l'histoire. Même si les règles de ce monde sont particulières, l'autrice arrive parfaitement à nous donner envie de tourner les pages pour comprendre où elle nous amène et ça fait son effet. Alors je vais me dépêcher d'enregistrer cet épisode pour poursuivre ma lecture et retourner à Altheia. Pour l'anecdote, mes fils et moi avons croisé l'autrice dans un TER qui allait de Saint-Malo à Rennes l'été 2023. Elle était assise à côté de mon fils aîné et avait un manuscrit sous les yeux.
Peut-être était-ce celui-ci, peut-être un autre, mais c'est toujours génial de croiser les auteurs dans leur quotidien. Cependant, rassurez-vous, je ne lui ai pas sauté dessus, j'ai juste gardé ce moment de ma vie en souvenir. Et voilà pour mon bilan lecture de décembre, qui touche à sa fin et qui nous amène à la prochaine année. Et comme toute fin d'année qui se respecte, on va passer au bilan de l'année 2024. Côté lecture, bien sûr, puisqu'on est dans la chronique lecture. Donc, qui dit fin d'année, dit bilan de l'année 2024. Comme le temps a filé. C'est incroyable. Côté lecture, mon objectif était de lire 52 livres en 52 semaines. Et devinez quoi ? J'ai largement dépassé cet objectif grâce à un challenge durant mes vacances d'été, que j'ai appelé le Holy Book Day Challenge, où je devais dévorer un maximum de petits livres de 400 pages maximum en seulement 2 semaines. Je suis vraiment ravie de mes résultats. Jusqu'à présent, je n'avais jamais vraiment compté mes lectures, je me laissais porter par mes envies. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, cette année, j'ai décidé de recouvrir tous mes livres et de lire ceux qui seraient choisis par une pioche. Cela m'a vraiment sorti de ma zone de confort et c'était très amusant de jouer le jeu. Bien que la plupart du temps, les choix aient été satisfaisants, enfin les choix, la pioche, le hasard, je dois avouer que certains choix ont parfois été plus difficiles que d'autres. Dans ce genre de hasard, on oublie vite notre humeur du moment et il arrive que le livre choisi ne tombe pas au bon moment, rendant justement la lecture plus difficile que prévu. C'est dommage pour ces quelques livres que je n'ai pas su apprécier à leur juste valeur. Cependant, dans l'ensemble, mes lectures ont été plutôt chouettes. Voici donc quelques chiffres pour vous donner une idée de cette année 2024. Comme je vous disais, si vous avez regardé ma story, toutes mes stories de cette année, j'ai coché 73 livres. Mais, comme je viens de vous le dire, en vrai, je n'ai lu que 72 livres en entier, puisque j'ai eu un abandon. Le meurtre de Harriet Monckton, d'Elizabeth Haynes. Et je trouve que sur 73 livres, un seul abandon, 72 lectures complètes, c'est franchement plutôt un bon chiffre qui a dépassé mes objectifs de 52 livres à l'année. Sur ces 73 livres, il y en a 9 que j'ai notés entre 1 et 2 étoiles et que j'ai eu du mal à apprécier. Comme je vous le disais, soit ils sont tombés au mauvais moment et je n'ai pas su apprécier l'intrigue et les personnages, soit c'était des livres qui n'étaient pas faits pour moi. Ça arrive. Il y a eu 16 livres notés à 3 étoiles, dont la lecture a été intéressante mais sans coup de cœur. 32 romans notés à 4 étoiles, avec des histoires et des personnages qui m'ont laissé de très beaux souvenirs. Et enfin, 13 coups de cœur notés 5 étoiles, qui ont fait battre mon cœur de lectrice plus vite. Que pour mes coups de cœur de l'année 2024, j'ai réalisé un épisode par roman, donc vous pouvez retrouver ces 12 romans fascinants sur vos plateformes d'écoute de podcasts préférées en écoutant les épisodes que je leur ai entièrement consacrés. Mais si je devais n'en choisir que 3 pour un top du top de mes lectures 2024, mes choix se porteraient sur Plein ciel de Siècle Vaillant, publié aux éditions Big Bang, Mémoires de la forêt, tome 1 de Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs, et la série L'Assassin royal de Robin Hobb, enfin les 4 tomes que j'ai lus pour l'instant, mais ça reste, je pense, une très bonne série, qui sont publiés chez J'ai lu, en tout cas dans la collection que moi je possède. Donc comme je vous disais, j'ai les 4 premiers tomes, j'ai lu les 4 premiers tomes, et le 5e m'attend déjà dans ma palle, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Donc du coup, voici ces 3 livres qui ont marqué mon... Enfin, 3 livres. 5 livres du coup. Oui, 4, 5... Non, 6 livres. Oula, je sais plus compter. 6 livres qui m'ont marqué cette année, qui ont été vraiment de très très belles lectures. Chacun de ces livres a su me captiver avec des personnages attachants, des émotions intenses et des intrigues palpitantes qui m'ont poussé à tourner les pages sans attendre. Je vous les conseille.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode coup de cœur qui leur a été consacré. J'y donnerai un peu plus d'informations sur mon avis, ainsi que la lecture des premières pages pour que vous puissiez lire la plume de l'auteur, découvrir le placement de l'intrigue, les personnages, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur vos plateformes d'écoute pour aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et donc, qui dit bilan, que je viens de vous faire, dit également objectif. Et oui, il faut bien qu'il y ait des objectifs pour mon année 2025. Côté lecture. Pour mes lectures en 2025, j'aimerais continuer sur ma lancée avec l'objectif de 52 livres en 52 semaines et voir jusqu'où je peux aller. Cependant, le challenge du livre mystère n'est pas encore terminé. Comme tous mes livres sont déjà recouverts de papier cadeau, je ne vais pas les déballer, vous vous en doutez bien. Mais cette année, je vais garder la surprise des livres déjà couverts, mais à partir du 1er janvier 2025, plus aucun de mes livres ne sera recouvert de papier. Plus de mystère, enfin presque. J'aimerais également inclure des lectures numériques. J'ai profité ces dernières années de diverses promotions sur les e-books et j'ai acheté pas mal de livres, une vingtaine au total, je crois, si je compte bien. Mais je ne les ai pas encore lus parce que c'est beaucoup plus difficile de déballer un livre sur une liseuse. Vous vous doutez bien. Alors, comment vais-je choisir mes lectures en 2025 ? Ce ne sera plus la pioche parce que j'ai envie de choisir autrement. Mais j'aimerais suivre une sorte de plan qui m'aiderait à choisir mes lectures. Comme par exemple, choisir une relique de ma pile à lire, une nouveauté de ma pile à lire, un livre numérique, comme je vous le disais, et un livre au hasard de ma palle. Et si je dépasse les 4 lectures par mois, je pourrais piocher dans les numéros restants, parce que je vais garder ma pioche intacte. Je retirerai bien sûr tous les livres qui auront été lus pour pas faire n'importe quoi. Ou bien, je pourrais éventuellement faire un sondage en story sur Instagram. Ou bien choisir une couleur de papier pour ceux encore emballés. Je ne sais pas. Je verrai bien pour cette lecture bonus, on va dire, si j'arrive à lire les 4 livres en moins d'un mois. On verra bien. Durant l'année, j'aimerais aussi participer au challenge de lecture des booktubeuses et instagrammeuses que je suis et y consacrer le temps nécessaire, y compris le Read Christie Challenge 2025, dont je vous ai parlé dans l'épisode 11. En février, je prévois également un petit mois de lecture combiné à un challenge Holy Book Day, car j'aimerais vider ma palle, j'aimerais vider ma palle de mes petits livres de moins de 400 pages. Comme j'aurai une semaine de vacances, je me dis que, éventuellement, je pourrais peut-être faire baisser cette palle. Donc on verra bien entre les challenges de tout un chacun, plus mon propre challenge et le Read Christie Challenge 2025, je verrai bien où tout ça va me mener. Enfin, je tenais également à vous informer que j'arrêtais les épisodes coup de cœur. Je ne suis pas sûre d'avoir mis suffisamment en lumière les livres cette année et les auteurs que j'ai adorés, et je préfère partir sur un autre format pour les mettre en avant. Voici donc une des nouveautés que je vous dévoile pour l'année 2025. J'organise un book club. Cet épisode aura lieu une fois par mois. Je croise les doigts pour que nous tenions le rythme. Pour m'aider, quelques personnes vont m'accompagner. Je vous les présenterai lors du premier numéro, qui ne devrait pas tarder, alors restez connectés. L'épisode portera sur un thème, un livre ou tout ce qui nous fera envie de discuter autour de la lecture et de nos coups de cœur. Vous n'aurez donc pas qu'un seul coup de cœur, mais plusieurs et présentés par des personnes diverses, ce qui permettra d'avoir plusieurs points de vue. J'ai hâte de partager ce moment privilégié de discussion avec mes camarades et avec vous. Voilà pour mon bilan de lecture de l'année 2024 et mes objectifs pour 2025. Passons maintenant à la deuxième chronique. La deuxième partie concerne donc la chronique d'écriture. Comme pour beaucoup d'entre nous, c'est la période de l'année donc où l'on fait le point
sur nos succès et nos échecs. Voici donc mon bilan de l'année 2024 côté écriture. Que pourrais-je vous dire ? Ai-je atteint mes objectifs ? C'est une excellente question. Alors examinons cela ensemble. Si vous me suivez sur Instagram depuis un moment, vous savez qu'à la fin de l'année 2023, j'avais partagé mon bilan de l'année écoulée ainsi que mes objectifs pour 2024. Soyons honnêtes, je ne m'étais pas fixé des défis insurmontables. Je dirais donc que je m'en suis plutôt bien sortie. Ce que je souhaite retenir, ce sont ces petites victoires, même les plus modestes, car elles contribuent à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, qu'ai-je accompli cette année ? Tout d'abord, j'ai terminé le premier jet de mon polar fantastique que je qualifierais aujourd'hui, après les bêta-lectures, de cozy mystery fantastique. J'ai effectué ma première relecture et correction de ce premier jet. J'ai laissé d'autres personnes lire mon roman et recueillir leurs avis. Et si vous avez écouté mon épisode sur la bêta-lecture, vous savez à quel point c'était satisfaisant, malgré l'angoisse que cela a engendré. J'ai accepté leurs remarques. J'ai fait le nécessaire pour améliorer mon histoire et mes personnages. Et j'ai réalisé une deuxième relecture-correction de ce roman que j'ai ensuite confié à un nouveau bêta-lecteur dont j'attends les derniers retours. J'ai également eu le plaisir de participer à un recueil de nouvelles intitulé « Étoiles », organisé et écrit par ma promotion Polaris. Ces personnes formidables rencontrées lors de la formation Licard ont contribué à rendre mon rêve d'être lu un jour réalisable. Notre recueil, qui porte sur le thème des étoiles, comme le nom magnifique de notre promo l'indique, regroupe les œuvres de 47 auteurs qui ont dévoilé leurs plumes et leurs histoires. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur Amazon ou Kobo, entre autres. Pour ce recueil, j'ai écrit ma première nouvelle de science-fiction et j'espère sincèrement que mon histoire saura trouver son public. J'espère également que vous aurez envie de me suivre dans mes autres projets, ainsi que ceux de mes camarades de promo, bien entendu. Un grand merci à eux pour tout ce qu'ils m'ont apporté et pour la force de notre communauté. Qui dit bilan, dit objectif. Pour 2025, mon objectif est de corriger une dernière fois mon Cozy Mystery fantastique et de préparer un dossier de soumission pour le présenter à des maisons d'édition traditionnelles. Je dois avouer que j'appréhende un peu cette étape, car j'ai peur de ne pas réussir à présenter mon roman sous son meilleur jour. Mais il est temps de se lancer, et c'est exactement ce que je compte faire cette nouvelle année. En ce qui concerne mes projets d'écriture, mes autres projets d'écriture, où est-ce que j'en suis ? J'ai commencé à travailler sur le world building et à brainstormer sur l'intrigue et les personnages d'une fantasy mêlant sorcellerie et piraterie dont je vous ai déjà vaguement parlé dans les épisodes précédents. C'est un roman d'aventure que j'espère concrétiser en 2025 en avançant dans sa conception et en commençant son écriture. J'espère créer des personnages, des péripéties et des rebondissements qui sauront vous plaire et rendre mon histoire unique et captivante. Alors restez connectés pour suivre la progression de ce projet et découvrir ce qui se trame autour. Dans la troisième partie, la chronique, mais pas que, aujourd'hui, nous allons, comme pour le reste de mes chroniques, faire un petit bilan sur la création du podcast. Lors de ma formation Licard, les formateurs nous encourageaient à trouver le média qui nous permettrait de mieux exprimer notre côté auteur. Et après 2 mois de réflexion, ma formation s'est achevée fin décembre 2023, j'ai exploré ce qui me convenait le mieux et 2 médias se sont rapidement imposés. Instagram et le podcast. J'avais déjà pris l'habitude de partager mes photos de nature, de monuments et de balades sur Instagram, tout en présentant les livres que j'avais récemment lus et appréciés. J'ai donc continué à utiliser Instagram pour communiquer, faisant évoluer mon compte vers un univers plus auteur-lecteur. Puis le podcast est devenu une évidence. Je suivais déjà quelques épisodes et j'avais découvert d'autres podcasts, bien entendu, et j'avais découvert Licard et Lucie Castel en 2020 grâce à à son podcast. J'aimais vraiment ce format, alors je me suis lancée en mars 2024. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé à quel point mon compte allait évoluer et j'en suis tellement heureuse. Cette décision a été une très belle opportunité pour moi. J'ai pu aborder tout ce qui me passionne, la lecture
et l'écriture. Plus j'écoutais d'autres podcasts, plus ma vision du mien se précisait. C'est ainsi que j'ai décidé de contacter des auteurs pour leur proposer des interviews et cette expérience s'est révélée fabuleuse. En plus de découvrir la plume des auteurs à travers leurs livres, j'ai eu la chance de les rencontrer et de leur poser des questions sur leur parcours, leurs habitudes et leur processus de création. Vous n'imaginez pas à quel point, pour une jeune autrice comme moi, ce partage d'expérience est précieux. Je compte bien continuer à prendre mon courage à deux mains et inviter le plus d'auteurs possible. Si vous n'avez pas encore écouté les interviews et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces auteurs, n'hésitez pas à les écouter, parler de leur passion. Avec passion. Et qu'en est-il ? Bien entendu, qui dit bilan, dit objectif, pour mes objectifs 2025. Eh ben, pour commencer, je souhaite continuer à vous présenter mes lectures et mes avancées dans mes projets d'écriture. Je veux enrichir vos wishlists avec de nouveaux livres, mais aussi des podcasts, des comptes Instagram, des séries télé, sans oublier de vous parler des salons du livre auxquels je pourrais me rendre et qui pourraient vous donner envie. Je croise les doigts pour rencontrer de nouveaux auteurs et vous les faire découvrir à travers leurs interviews. J'aimerais, comme je vous l'ai dit précédemment dans la chronique lecture, mettre en place un book club, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, même si j'espère ne pas avoir de crime à résoudre à l'issue de nos réunions. Pour ceux qui aiment le genre des cozy mystery, vous connaissez sûrement ces clubs qui se retrouvent mêlés à des enquêtes après avoir découvert un corps. Je pense notamment à la série Aurora Teagarden de Charlène Harris avec son club des amateurs de meurtre, ou au Murder Club du jeudi de Richard Osman, où des retraités s'attaquent à des affaires non résolues, sans oublier le club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer, qui m'attend également dans ma palle. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Pas de meurtre chez nous, mais de belles découvertes et des avis sur les livres selon le thème du jour, comme je l'ai mentionné plus haut dans la chronique lecture. Voilà en gros à quoi vous pouvez vous attendre pour 2025 avec le podcast. Il y aura aussi quelques petits changements dans le générique et les visuels, mais rien de trop brusque, je vous le promets. Je mets tout en œuvre pour vous plaire et vous donner envie d'écouter chaque épisode. Pour conclure cette chronique, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et vos écoutes. Sans vous, cela n'aurait pas grand intérêt. Alors un immense merci à tous. La petite question du jour, vu le thème de l'épisode de décembre, porte donc sur les bilans résolutions. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ces deux concepts qui nous accompagnent souvent en fin d'année. Un bilan, c'est un état des lieux, une évaluation de ce que l'on a accompli ou non au cours d'une période donnée. En revanche, une résolution, c'est un engagement que l'on prend pour l'avenir, une promesse de se fixer des objectifs afin de s'améliorer ou de changer quelque chose dans sa vie. Alors, êtes-vous de ces personnes qui aiment faire des bilans ou prendre des résolutions, ou les deux ? Pour ma part, je dois avouer que je ne suis pas très résolution. J'apprécie plutôt l'idée de faire le point sur mes réalisations, de me fixer des objectifs pour progresser, oui, mais m'imposer des défis trop difficiles à respecter, non. Il m'arrive souvent de penser que je n'ai pas accompli grand-chose, mais en y réfléchissant, je réalise que j'ai en fait réalisé. Mince, répétition, flûte. Je constate que j'ai en fait réalisé des choses incroyables. Écrire un roman entier, créer un podcast, envisager un nouveau projet d'écriture, c'est énorme pour moi. Cette année, j'ai pris le temps nécessaire pour faire avancer mes projets et j'y ai investi du travail et de l'énergie. Cela me rend heureuse d'avoir mené tout cela à bien sans abandonner en cours de route. Car au moment de faire le bilan, il s'agit surtout de cela. Avoir une vision claire de ses réalisations, faire ce qu'il faut pour concrétiser ses projets et les mener à terme. Je tiens notamment à remercier Cécile Duquesne, Astrid Sterrin, Johanna Vogel et Lucie Castel pour tout ce qu'elles m'ont apporté dans ma vie d'autrice. Grâce à leur formation sur les techniques d'écriture, leurs conseils d'organisation et leur support inestimable, j'ai pu avancer vers mes rêves. Je remercie également ma communauté d'auteurs en herbe, ma promo Polaris, sans qui je ne serais peut-être pas allée au bout de tout ce que j'ai vécu en cette année 2024.
Un grand merci aussi à tous les auteurs qui ont accepté de participer à des interviews tout au long de l'année. Merci à ces 13 formidables personnes dont j'ai apprécié la plume et la personnalité. Et enfin, merci à mes followers pour votre présence à chacune de mes publications Instagram et pour votre écoute attentive du podcast. Si vous voulez me laisser des commentaires ou me poser des questions, alors n'hésitez pas à m'écrire à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Et voilà. Je vous ai fait la chronique de lecture du mois de décembre 2024 et mon bilan sur l'année 2024, ainsi que les objectifs pour l'année 2025. Ma chronique d'écriture avec, pareil, bilan et objectifs. La chronique, mais pas que, sur mon bilan 2024 pour le podcast et la façon dont j'aimerais qu'il évolue. Et la petite question du jour sur ce que je pense des bilans et des résolutions de fin d'année. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris plaisir à l'écouter et que vous avez découvert de nouvelles pépites pour enrichir vos wishlists de livres. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, de liker et de partager si le cœur vous en dit. Pour continuer la conversation, je vous invite à me suivre sur Instagram, @jess_angel, où je partage régulièrement des recommandations et des moments de lecture, mais pas que. Vous pouvez également m'écrire à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. J'adore recevoir vos messages. Et pour ne rien rater, pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du Cappuccino et des Livres. En un clic sur s'abonner, vous serez informé des nouveaux épisodes et des sujets passionnants que nous aborderons chaque mois. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite. Et je vous souhaite encore une très belle année 2025.